Toutes vos questions sont sélectionnées sur YouTube. N'hésitez pas à les poser à François Asselineau en direct jusqu'à 23h. Prochaine question est signée Sébastien DSM. Bonsoir Monsieur Asselineau. Macron a annoncé qu'il ne fera pas d'allocution le 14 juillet prochain. Qu'en pensez-vous? Rien. C'est une tradition qui avait été instaurée par Valéry Giscard d'Estaing. Elle a 40 ans d'âge. Vous savez, à l'égard des 1500 ans d'histoire de France, ça n'est pas très grave. Je pense que M. Macron veut faire genre. Voilà. M. Macron, c'est un grand narcisse devant l'éternel. Son truc, c'est le narcissisme. Donc, il faut dire qu'il est encensé par une presse ahurissante. On a les accents de la presse française sont de type nord-coréen, vraiment. Je vois, il n'y a pas un article qui sort sans qu'on parle de Macron-Jupiter, le président jupitérien, Jupiter mes fesses, oui. En quoi, qu'est-ce qu'il a donc fait? Voilà, parce qu'il sort bras dessus à faire du vélo avec Brigitte Trogneux, c'est Jupiter? Non. Moi, j'ai jamais vu Jupiter et Junon faire de la bicyclette. Non, ça c'est vraiment se moquer du monde. Et moi, j'en profite d'ailleurs pour dire que, si vous y réfléchissez bien, tout ce qu'a fait M. Macron, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, c'est terminé en fiasco. J'en parlais tout à l'heure, je disais qu'on en parle. J'en profite, là, comme je ne sais pas quelles sont les réponses que j'aurai après, j'en profite pour le dire. Fiasco international. Il a rencontré Donald Trump. On allait voir ce qu'on allait voir. J'ai même eu, je crois que c'était dans l'Obs ou j'en sais pas quoi, où le ridicule ne tue pas, on a présenté le Jupiter, là, qui d'un seul coup ils avaient pris une photo de Gaulle en juillet 40 avec son uniforme de général et devant le micro de la BBC, ils avaient mis le portrait de Macron en disant que l'appel de Macron sur le réchauffement climatique, c'était le nouvel appel du 18 juin. Non mais on va où là? Oh. Simplement, cette espèce de roquet avait dit voilà que c'était pas bien. Alors toute la presse française a dit c'est extraordinaire. Il a dit que ça n'était pas bien. Honnêtement, on va finir par regretter François Hollande parce que François Hollande aussi avait dit que c'était pas bien. Sauf que là, on donne un côté d'une espèce d'épopée, un côté épique aux déclarations de M. Macron. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Mais il s'est passé que Donald Trump, il a fait un bras d'honneur sur Macron, et puis il a décidé que les États-Unis se retiraient des engagements qu'ils avaient pris lors de la COP 21. Je ne félicite pas M. Trump pour ça. C'est une erreur. Et moi, fondamentalement, Macron avait raison je pense, de s'opposer à ce changement de pied des États-Unis. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est le nouvel appel du 18 juin. Faut pas se moquer du monde. Ensuite, M. Macron a rencontré Vladimir Poutine. À Vladimir Poutine, il a fait, vous avez rappelé, c'était à Versailles. Il adore Versailles, hein, M. Macron. Je pense il a peut-être pris un abonnement auprès des amis de Versailles, je ne sais pas. Donc, il avait rencontré M. Poutine à Versailles. Et là, dans la conférence de presse, il a dit que Radio Sputnik et que Russia Today, c'était des organismes de propagande. Monsieur Poutine, qui est un fin renard, n'a rien dit, n'est-ce pas? Mais il n'en pensait pas moins à l'évidence. Et quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la réunion, je crois, du Club Valdaï à Saint-Pétersbourg, l'agence France-Presse et plusieurs médias français, si j'ai bien compris, en tout cas l'agence France-Presse, a été persona non grata. Voilà. Réponse du berger à la bergère. Monsieur Macron, ensuite, s'est rendu au sommet européen. Auparavant, il a fait une déclaration dans les journaux, notamment Le Figaro. Il y a eu quelques journaux comme ça, ici ou là. Et il a commencé à dire, voilà, l'Union européenne ne doit pas être conçue comme un supermarché. L'Europe n'est pas un supermarché. Il faut que les pays de l'Est le comprennent, etc., etc. Bon. Ce qui montre au passage qu'il sait très bien que ça ne marche pas du tout et qu'il sait très bien quelle est la position des pays de l'Est. Le résultat, et par ailleurs, il a dit qu'il fallait que l'Europe protège, il faut une Europe protectrice, donc il faut que l'Europe prenne des décisions en matière sur les investissements pour interdire les investissements chinois en Europe qui avalent des sociétés de haute technologie. Curieusement, il a parlé des investissements chinois, mais pas des investissements américains. Bon. Et puis enfin, il a dit qu'il fallait de toute façon un ministre de la zone euro pour avoir un budget qui est bon.
La presse française, aussitôt, c'était les trompettes de Jéricho, c'est fantastique, c'était quelque chose d'inimaginable. On n'a entendu que ça depuis des décennies, en fait, ces vœux pieux. Sauf qu'à partir du moment où M. Macron fronce le sourcil et il se dit ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Non, ça n'a strictement rien de nouveau. Il faut savoir que M. Macron s'est ramassé claque sur claque à ce sommet européen. Premièrement, les Allemands ont fait savoir discrètement, parce qu'ils essaient de sauver la face de Macron, ont fait savoir que, bon, il était hors de question, bien entendu, de mutualiser les dettes à l'intérieur de la zone euro. Les Allemands n'ont pas envie de se ramasser les dettes des Grecs, des Portugais, des Italiens, etc. Terminé. Que les Allemands étaient d'accord pour un ministre budget de la zone euro, mais justement, le ministre du budget de la zone euro, ça serait bien entendu un Allemand. Bravo, monsieur Macron. Deuxièmement, sur l'affaire comment dirais-je, de l'interdiction des investissements chinois, il y a aussitôt un certain nombre de pays qui ont hurlé, à commencer par le Portugal et la Grèce, qui reçoivent pas mal d'investissements chinois, et en plus de ça, le Fonds monétaire international et la BCE leur disent il faut absolument que vous bradiez vos patrimoines pour renflouer les caisses de l'État. Donc le Portugal, qui n'est pas de la gnognotte, et la Grèce non plus, on dit qu'est-ce que c'est que ça, il n'en est pas question, sans compter bien entendu les Néerlandais, les Luxembourgeois, qui étaient évidemment contre toute idée de remise en cause de l'article 63, en fait, sur la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc M. Macron n'a pu que constater son échec. Et puis troisièmement, s'agissant des pays de l'Est, alors là, il s'est ramassé une volée de bois vert. Il a fallu toute la propagande des médias français pour le cacher aux Français. Vous avez Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a dit qu'il fallait que ce nouveau garçon, parce que c'est le surnom qu'il a, un new boy, nouveau garçon. Je suis pas sûr que ce soit forcément extrêmement flatteur. Hein. Ça fait un peu nouveau petit garçon, un peu le gamin, quoi. C'est exactement comme ça, en tout cas, que s'est exprimé le Premier ministre hongrois en disant mais il va falloir qu'il apprenne un peu comment ça se passe. On ne va pas bouger à la baguette. En gros, c'était ça en substance. On va lui expliquer comment ça se passe, a dit le Premier ministre hongrois. Quant à la première ministre polonaise, elle a été encore plus sévère en disant mais pourquoi M. Macron est-il aussi agressif et a-t-il tant de haine à l'égard des pays de l'Est ? De toute façon, il faut qu'ils comprennent que les pays de l'Est, ce sont des partenaires et qu'on n'a pas à obéir à la France. Au passage, d'ailleurs, M. Macron est tombé dans le piège que je dénonce, moi, depuis des décennies, en tout cas depuis plus d'une décennie, depuis que j'ai créé l'UPR. J'ai dit, et je répète, je l'ai dit notamment dans ma conférence sur qui gouverne la France, que le coup du couple franco-allemand, c'est un bobard, ça n'a jamais eu lieu, et en plus de ça, c'est un bobard qui a le don de mettre en colère les autres pays. Il faut les comprendre. Imaginez que vous soyez polonais, portugais, grec, italien, espagnol, letton, slovaque ou autre, ou tchèque. Qu'est-ce que vous penseriez si vous voyez une espèce de monsieur enfariné, là, à peine frais et moulu d'une élection bidouillée en France, qui arrive comme ça et qui dit voilà, le couple franco-allemand va décider pour les autres. Je dirais écoutez, cher monsieur, allez vous habiller. Encore une fois, les élites françaises, semble-t-il, ont du mal avec la réalité. La réalité, c'est que la France n'est plus qu'un pays sur 28. Et sur 27 quand le Royaume-Uni sera sorti. La France n'est plus qu'un pays sur 28. Que pour modifier les traités, n'en déplaise au pseudo-argument de M. Piketty, il faut l'unanimité des États membres. Et que les autres pays n'ont aucune envie de considérer que la France est celle qui doit leur donner des directives avec l'Allemagne. D'autant plus que toutes les chancelleries savent bien que la France est elle-même sous l'autorité de l'Allemagne. Voilà. Et alors, a fortiori, lorsque ce sont des très grands pays qui ont, comme l'Espagne, comme l'Italie, le Royaume-Uni, ou des très grands pays qui, en plus, ont une très forte tradition d'indépendance nationale, je pense à la Pologne ou la République tchèque. Je rappelle que la République tchèque, d'ailleurs, notre dernier adhérent vient de République tchèque. La République tchèque, c'est celle qui est à l'origine, enfin, c'est pas la République tchèque à l'époque, bien sûr, mais l'esprit tchèque est à l'origine de la guerre de 30 ans, de 1618, la défenestration de Prague. Je rappelle également que la Pologne, à 2 reprises dans son histoire, a été partagée entre l'Allemagne et la Russie, et qui a un patriotisme polonais extrêmement exigeant. La Hongrie, c'est pareil. Donc il faut arrêter que M. Macron
continue à dire à des pays comme ceux-là que c'est le couple franco-allemand qui décide. Donc fiasco sur toute la ligne. Ça, ce sont les fiascos en scène internationale. Mais les fiascos sur la scène intérieure, on ne les compte plus. Monsieur Macron, avec Monsieur Philippe, fait un premier gouvernement. Paraît-il qu'il allait sortir le dimanche. Rappelez-vous, ça a été reporté au mardi soir, parce que paraît-il qu'ils allaient vérifier si les ministres étaient blanc-bleu du point de vue des affaires. Résultat, ils nomment des gens. Vous avez vu la suite des événements. Sarnez, Bayrou, Madame Sylvie Goulard, qui ont été obligés de démissionner, et Richard Ferrand, qui a été exfiltré, à cause des casseroles qu'il avait au Basque. Au passage, j'en profite, parce qu'on n'en a pas parlé, je crois, ici, pour rappeler que la première à avoir donné le signal du départ et qui a levé le camp, c'est quand même Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées, qui a été payée pendant près de 3 ans, paraît-il, plus de $10,000 par mois par un think tank américain, l'Institut Berggruen, derrière lequel, c'est le Center for European, je sais pas, Future ou je sais pas quoi, et derrière lequel il y a, en fait, Monsieur Delors, Monsieur Alain Minc, etc. Donc, en fait, l'oligarchie, voilà, américaine. Un institut américain qui a payé $10,000 par mois à Madame Sylvie Goulard, qui empochait par ailleurs son salaire de député européen en même temps, et qui était là pour favoriser la construction européenne. L'Institut américain pour favoriser la construction européenne. Confirmation, encore une fois, de mes analyses sur le fait que la construction européenne n'est pas du tout là pour faire contrepoids aux États-Unis, mais l'inverse. Ensuite, on a eu le gouvernement Philippe II, avec le problème de Madame Pénicaud dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec le premier couac gouvernemental, sur lequel je voudrais dire un mot quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise crasse, quand même, du nouveau ministre de l'Agriculture, M. Travers? On comprend que M. Hulot l'a eu de travers, si j'ose dire, qui est la première déclaration qu'il prend, la première chose, on a l'impression que la première décision qu'allait prendre le gouvernement, enfin, depuis que M. Macron est installé, c'est d'autoriser les néocotinoïdes, c'est-à-dire ces espèces de produits chimiques désastreux qui ont pour effet notamment de faire baisser dramatiquement la population des abeilles. Alors, s'il n'y a plus d'abeilles dans le monde, c'est terminé. La vie sur Terre risque d'être entièrement détruite puisque les abeilles sont un agent de pollinisation, pas polonisation, c'est pas Natacha Polony, de pollinisation qui est considérable. Bon. Vous avez vu aussitôt la réaction justifiée d'ailleurs de Nicolas Hulot. Donc ça a été encore un couac. Ça veut dire que M. Travers a tout compris de travers. C'est quand même dingue que la toute première décision qu'il souhaite annoncer soit un couac de cette nature. Au passage d'ailleurs, s'agissant de M. Hulot, moi il ne m'a pas échappé, j'ai fait la description du nouveau gouvernement Philippe II l'autre jour. Moi je n'ai pas oublié que M. Hulot a réussi à avoir, donc sauf erreur de ma part, auprès de lui 3 secrétaires d'État, dont 2 secrétaires d'État qu'il a obtenus dans Philippe II, sans portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Hulot, mine de rien, il a bien compris comment ça se passe. Il a exigé d'avoir un ministère d'État. Il est quand même le numéro 2 du gouvernement par ordre protocolaire après Gérard Collomb et après le Premier ministre, bien entendu. Et maintenant, il a obtenu au passage d'avoir encore 2 secrétaires d'État. Ça veut dire que dès qu'il demande quelque chose, Monsieur Guillaume et Monsieur Macron, ils les ont à zéro, si je peux dire. J'ai un petit peu vulgaire, mais ils sont obligés de passer sous les fourches caudines de Nicolas Hulot. Parce que imaginez le pouvoir qu'a pris Monsieur Nicolas Hulot en termes symboliques. C'est-à-dire que si demain Nicolas Hulot claque la porte en disant c'est un gouvernement de gens foutres, en fait il se fiche complètement des questions écologiques, là ça sera la bérésina complète du gouvernement. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de ces histoires. En attendant, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce couac a fait quand même mauvais effet. Et puis pour le reste, on reboucle sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'installation à l'Assemblée nationale, la présidence de Monsieur de Rugy, l'élection à la questure, cette ambiance complètement délétère qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Maintenant, nouveau coin, c'est le discours devant le Congrès. Enfin, pour l'instant, les gens, d'ailleurs, la presse, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver encore matière à trouver à s'extasier. Pour l'instant, c'est une succession de fiascos.